Derrière elle, dans un nuage de poussière et emportée par la descente, une malle-poste au grand galop se précipitait comme une trombe. En voyant cette femme qui ne se dérangeait pas, le conducteur se dressa par-dessus la capote, et le postillon criait aussi pendant que ses 4 chevaux, qu'il ne pouvait retenir, accéléraient leur train. Les 2 premiers la frôlaient. D'une secousse de ses guides, il les jeta dans le débord, mais, furieux, releva le bras et, à pleine volée avec son grand fouet, lui cingla du ventre au chignon un tel coup qu'elle tomba sur le dos. Son premier geste, quand elle reprit connaissance, fut d'ouvrir son panier. Loulou n'avait rien, heureusement. Elle sentit une brûlure à la joue droite. Ses mains, qu'elle y porta, étaient rouges. Le sang coulait. Elle s'assit sur un mètre de cailloux, se tamponna le visage avec son mouchoir, puis elle mangea une croûte de pain, mise dans son panier par précaution, et se consolait de sa blessure en regardant l'oiseau. Arrivée au sommet d'Ecmoville, elle aperçut les lumières de Honfleur qui scintillaient dans la nuit, comme une quantité d'étoiles. La mer, plus loin, s'étalait confusément. Alors, une faiblesse l'arrêta, et la misère de son enfance, la déception du premier amour, le départ de son neveu, la mort de Virginie, comme les flots d'une marée, revinrent à la fois et, lui montant à la gorge, l'étouffaient. Puis, elle voulut parler au capitaine du bateau, et sans dire ce qu'elle en voyait, lui fit des recommandations. Félaché garda longtemps le perroquet, et le promettait toujours pour la semaine prochaine. Au bout de 6 mois, il annonça le départ d'une caisse, et il n'en fut plus question. C'était à croire que jamais Loulou ne reviendrait. « Ils me l'auront volé !» pensa-t-elle. Enfin, il arriva, et splendide. Droit sur une branche d'arbre qui se vissait dans un socle d'acajou, une patte en l'air, la tête oblique, et mordant une noix que l'empailleur, par amour du grandiose, avait dorée. Elle l'enferma dans sa chambre. Cet endroit, où elle admettait peu de monde, avait l'air tout à la fois d'une chapelle et d'un bazar, tant il contenait d'objets religieux et de choses hétéroclites. Une grande armoire gênait pour ouvrir la porte. En face de la fenêtre, surplombant le jardin, un œil de bœuf regardait la cour. Une table près du lit de sangle supportait un pot à l'eau, 2 peignes et un cube de savon bleu dans une assiette ébréchée. On voyait contre les murs des chapelets, des médailles, plusieurs bonnes vierges, un bénitier en noix de coco. Sur la commode, couverte d'un drap comme un autel, la boîte en coquillage que lui avait donnée Victor, puis un arrosoir et un ballon, des cahiers d'écriture, la géographie en estampes, une paire de bottines et, au clou du miroir, accrochés par ses rubans, les petits chapeaux de peluche. Félicité poussait même ce genre de respect si loin qu'elle conservait une des redingotes de monsieur. Toutes les vieilleries dont ne voulait plus Madame Aubin, elle les prenait pour sa chambre. C'est ainsi qu'il y avait des fleurs artificielles au bord de la commode et le visage du comte d'Artois dans l'enfoncement de la lucarne. Au moyen d'une planchette, Loulou fut établie sur un corps de cheminée qui avançait dans l'appartement. Chaque matin, en s'éveillant, elle l'apercevait à la clarté de l'aube et se rappelait alors les jours disparus et d'insignifiantes actions jusqu'en leurs moindres détails, sans douleur, pleine de tranquillité. Ne communiquant avec personne, elle vivait dans une torpeur de somnambule. Les processions de la fête-Dieu la ranimaient. Elle allait quêter chez les voisines des flambeaux et des paillassons afin d'embellir le reposoir que l'on dressait dans la rue. À l'église, elle contemplait toujours le Saint-Esprit et observa qu'il avait quelque chose du perroquet. Sa ressemblance lui parut encore plus manifeste sur une image d'Épinal représentant le baptême de Notre Seigneur. Avec ses ailes de pourpre et son corps d'émeraude, c'était vraiment le portrait de Loulou. L'ayant acheté, elle le suspendit à la place du comte d'Artois, de sorte que,
Du même coup d'œil, on les voyait ensemble. Ils s'associèrent dans sa pensée. Le perroquet se trouvant sanctifié par ce rapport avec le Saint-Esprit, qui devenait plus vivant à ses yeux et intelligible. Le père, pour s'énoncer, n'avait pu choisir une colombe puisque ces bêtes-là n'ont pas de voix, mais plutôt un des ancêtres de Loulou. Et Félicité priait en regardant l'image, mais de temps à autre se tournait un peu vers l'oiseau. Elle eut envie de se mettre dans les demoiselles de la Vierge. Madame Aubin l'en dissuada. Un événement considérable surgit, le mariage de Paul. Après avoir été d'abord clerc de notaire, puis dans le commerce, dans la douane, dans les contributions et même avoir commencé des démarches pour les eaux et forêts, à 36 ans, tout à coup, par une inspiration du ciel, il avait découvert sa voie, l'enregistrement. Et y montrait de si hautes facultés qu'un vérificateur lui avait offert sa fille, en lui promettant sa protection. Paul, devenu sérieux, l'amena chez sa mère. Elle dénigra les usages de Pont-l'Évêque, fit la princesse, blessa Félicité, et même Madame Aubin, à son départ, sentit un allègement. La semaine suivante, on apprit la mort de M. Bourret, en Basse-Bretagne, dans une auberge. La rumeur d'un suicide se confirma. Des doutes s'élevèrent sur sa probité. Madame Aubin étudia ses comptes et ne tarda pas à connaître la kyrielle de ses noirceurs. Détournement d'arrérage, vente de bois dissimulé, fausse quittance, etc. De plus, il avait un enfant naturel et des relations avec une personne de Dozulé. Ces turpitudes l'affligèrent beaucoup. Au mois de mars 1853, elle fut prise d'une douleur dans la poitrine. Sa langue paraissait couverte de fumée, les sangsues ne calmèrent pas l'oppression, et le 9e soir, elle expira, ayant juste 72 ans. On la croyait plus jeune, à cause de ses cheveux bruns dont les bandeaux entouraient sa figure blême, marquée de petites véroles. Peu d'amis la regrettèrent, ses façons étant d'une hauteur qui éloignait. Félicité la pleura, comme on ne pleure pas les maîtres. Que madame mourût avant elle, cela troublait ses idées, lui semblait contraire à l'ordre des choses, inadmissible et monstrueux. 10 jours après, le temps d'accourir de Besançon, les héritiers survinrent. La bru fouilla les tiroirs, choisit des meubles, vendit les autres, puis ils regagnèrent l'enregistrement. Le fauteuil de madame, son guéridon, sa chaufferette, les 8 chaises étaient partis. La place des gravures se dessinait en carré jaune au milieu des cloisons. Ils avaient emporté les 2 couchettes avec leurs matelas, et dans le placard, on ne voyait plus rien de toutes les affaires de Virginie. Félicité remonta les étages, ivre de tristesse. Le lendemain, il y avait sur la porte une affiche. L'apothicaire lui cria dans l'oreille que la maison était à vendre. Elle chancela et fut obligée de s'asseoir. Ce qui la désolait principalement, c'était d'abandonner sa chambre, si commode pour le pauvre Loulou. En l'enveloppant d'un regard d'angoisse, elle implorait le Saint-Esprit et contracta l'habitude idolâtre de dire ses oraisons agenouillée devant le perroquet. Quelquefois, le soleil entra par la lucarne, frappait son œil de verre et en faisait jaillir un grand rayon lumineux qui la mettait en extase. Elle avait une rente de 380 francs, léguée par sa maîtresse. Le jardin lui fournissait des légumes. Quant aux habits, elle possédait de quoi se vêtir jusqu'à la fin de ses jours et épargnait l'éclairage en se couchant dès le crépuscule. Elle ne sortait guère, afin d'éviter la boutique du brocanteur où s'étalaient quelques-uns des anciens meubles. Depuis son étourdissement, elle traînait une jambe, et, ses forces diminuant, la mère Simon, ruinée dans l'épicerie, venait tous les matins fendre son bois et pomper de l'eau. Ses yeux s'affaiblirent, les persiennes n'ouvraient plus rien. Bien des années se passèrent et la maison ne se louait pas et ne se vendait pas. Dans la crainte qu'on ne la renvoyât, Félicité ne demandait aucune réparation. Les lattes du toit pourrissaient pendant tout un hiver, son traversin fut mouillé. Après Pâques, elle cracha du sang. Alors,
la mère Simon eut recours à un docteur. Félicité voulut savoir ce qu'elle avait. Mais trop sourde pour entendre, un seul mot lui parvint : pneumonie. Il lui était connu, et elle répliqua doucement : ah, comme madame, trouvant naturel de suivre sa maîtresse. Le moment des reposoirs approchait. Le premier était toujours en bas de la côte, le second devant la poste, le troisième vers le milieu de la rue. Il y eut des rivalités à propos de celui-là, et les paroissiens choisirent finalement la cour de Madame Aubin. Les oppressions et la fièvre augmentaient. Félicité se chagrinait de ne rien faire pour le reposoir. Au moins, si elle avait pu y mettre quelque chose. Alors, elle songea au perroquet. Ce n'était pas convenable, objectèrent les voisines, mais le curé accorda cette permission, et elle en fut tellement heureuse qu'elle le pria d'accepter, quand elle serait morte, Loulou, sa seule richesse. Du mardi au samedi, veille de la fête-Dieu, elle toussa fréquemment. Le soir, son visage était grippé. Ses lèvres se collaient à ses gencives. Les vomissements parurent, et le lendemain, au petit jour, se sentant très bas, elle fit appeler un prêtre. 3 bonnes femmes l'entouraient pendant l'extrême onction. Puis, elle déclara qu'elle avait besoin de parler à Fabu. Il arriva en toilette des dimanches, mal à son aise dans cette atmosphère lugubre. « Pardonnez-moi, dit-elle avec un effort pour étendre le bras. Je croyais que c'était vous qui l'aviez tué. » Que signifiaient des potins pareils ? L'avoir soupçonné d'un meurtre, un homme comme lui, et il s'indignait, allait faire du tapage. Elle n'a plus sa tête, vous voyez bien. Félicité, de temps à autre, parlait à des ombres. Les bonnes femmes s'en allèrent. La Simone déjeuna. Un peu plus tard, elle prit Loulou et, l'approchant de Félicité, « Allons, dites-lui adieu. » Bien qu'il ne fût pas un cadavre, les vers le dévoraient. Une de ses ailes était cassée. Les toupes lui sortaient du ventre. Mais aveugle à présent, elle le baisa au front et le gardait contre sa joue. La Simone le reprit pour le remettre sur le reposoir.